C'est parti, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Berti. Salut Marie. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un petit problème de connexion, je crois. Je C'est t'ai bon, pas c'est revenu. entendu Donc, entièrement, dites-nous dans Cédric. le chat si Bonsoir, vous, de votre Cédric. côté, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et puis, on va pouvoir démarrer cette conférence. Et ce soir, avec Marie, nous allons parler de la maladie, c'est non dit, les mots en trop, les mots qui manquent. Donc, un sujet très vaste et vous allez aussi entrevoir pourquoi. Eh bien, Marie vient nous parler de ça ce soir. Alors, Marie, eh bien, je te propose de faire ton partage d'écran. Je vais juste changer la disposition. C'est parti. Donc vas-y. Et comme ça, tu pourras te présenter juste après. Très bien, merci beaucoup, Cédric. Eh bien, je vais partager mon écran maintenant. On nous dit en tout Donc, cas son et image parfait. Donc merci pour vos retours. Georgette nous dit tout est OK. Eh bien, merci beaucoup. Donc installez-vous super. confortablement. Prenez de quoi noter. Prenez aussi un verre d'eau pour être à l'aise. Eh bien, pendant toute cette conférence qu'on va partager ensemble. Donc pour moi, de mon côté, c'est OK. On voit bien le partage d'écran de Marie. Donc, eh bien, Marie, je t'en prie, c'est à toi. Dites-nous un petit peu qui tu es, voilà d'où tu viens et pourquoi ce soir tu viens nous parler de ce super sujet. Très bien, merci, merci à tous, merci à toutes d'être présents ce soir. Eh bien, ce soir, en effet, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui peut intéresser pas mal de personnes. Donc, moi, je suis Marie Berti, je suis coach de vie et socio-conseillère en images certifiée. Et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein. J'accompagne les femmes bouleversées temporairement ou continuellement dans la gestion de leur image corporelle ou personnelle. Et je les aide à retrouver confiance en elles et en les femmes vers une réconciliation tout en douceur avec elles-mêmes et avec la vie. Alors, je suis également facilitatrice de résilience et je vous transmets des clés pour redonner une nouvelle saveur à votre vie. Alors, en effet, quand nous vivons des moments de difficulté, eh bien, nous avons la sensation que le monde a perdu toutes ses couleurs. Alors, il est vraiment important de s'arrêter et de prendre conscience que nous ne sommes pas toutes seules. Alors, je parle au féminin parce que j'accompagne principalement des femmes et puis là, on parle d'un sujet qui touche principalement les femmes aujourd'hui. Je vous guide avec passion, joie et douceur. Alors, image de soi, estime de soi, confiance en soi, amour de soi. 4 notions bien distinctes et pourtant intimement liées. Alors aujourd'hui, si c'était le moment de prendre le goût à la vie et vivre une vie épanouie, eh bien, alors je suis aussi une rose. Alors c'est marrant parce que la rose, c'est le petit nom que mon papy maternel m'a donné à ma naissance. En fait, il m'a jamais appelé Marie, il m'a toujours appelé la rose. Le rose, c'est le nom donné aussi aux femmes touchées par le cancer du sein. Et rose, c'est le nom donné aussi aux participantes du rallye Trophée Rose des Sables. Et rose, c'est un joli anagramme de oser. Alors, transformer l'obstacle en tremplin et la fragilité en richesse. Ou comment rebondir face à l'adversité. Eh bien, c'est le choix que j'ai fait, moi, quand la vie m'a bousculée en 2015. En fait, le cancer du sein s'est invité dans ma vie au moment même où je préparais l'aventure du Trophée Rose des Sables. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Rose des Sables, c'est un rallye 100% féminin dans le désert marocain, au profit de 2 associations et entre autres celle du cancer du sein, parlons-en. Alors moi, à l'annonce du cancer, j'ai dit OK. Et comment ça va se passer? Parce que moi, j'ai un rallye. Alors en effet, j'ai été diagnostiquée en juin et je partais en rallye au mois d'octobre. Alors quand j'ai dit ça à ma gynéco, vous imaginez bien, elle a fait des yeux, je pense qu'elle s'en souvient encore. Alors que s'est-il passé dans ma tête à ce moment-là? Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la plus grosse partie de ton futur. La clé, c'est ce que tu en fais. Alors voilà, ces 2 défis relevés, eh bien, j'ai décidé de changer de cap. Donc du plus loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours été passionnée par le fonctionnement humain et ses capacités. Et comme je le dis souvent, je suis mon meilleur cobaye. Expérimenter, tenter, oser, chercher, comprendre, explorer qui j'étais et qui je suis aujourd'hui.
un chemin parsemé de questionnements, de révélations, de douleurs et de doux bonheur. Alors, après plus de 20 ans en tant qu'assistante dans différents domaines, et puis direction différentes activités, eh bien, c'est tout naturellement que j'ai décidé de m'orienter vers un métier de l'accompagnement de la personne pour mettre mon expérience au service des autres. Alors aujourd'hui, j'exerce mes deux métiers de cœur, enfin mes métiers de cœur tout simplement, et je suis passionnée par la vie et par les gens. Comme dirait Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, ce soir, je vais vous parler de ces mots en trop, de ces silences, de ces mots qui manquent dans ce parcours de la maladie. Ces mots en trop, ces silences, ces mots qui manquent, pour soi comme pour notre entourage. Alors, comment laisser parler notre cœur? Comment exprimer ses besoins? Le masque de la femme forte pour dépasser sa pudeur, écouter et exprimer ses besoins. Alors oui, mais comment la maladie prend toute sa place? Alors en fait, je voudrais vous poser une première question. Qui d'entre vous pense que de se mettre en priorité, c'est égoïste? Alors je ne sais pas si dans le chat, il y aura des réponses. Et que de se faire passer avant les autres, c'est ne penser qu'à soi. Alors peut-être que certains vont répondre, bah oui, en effet, c'est égoïste. Alors je comprends. On nous a appris à faire passer tout le monde avant nous-mêmes. Et oui, sinon, en effet, on passe pour des égoïstes, des égocentristes, des individualistes, enfin bref, j'en passe. Et c'est vrai que qui n'a jamais entendu tu ne penses qu'à toi? Alors moi, je me pose une question et je me dis, bah, qui a dit et qui a décrété que les autres étaient plus importants que nous-mêmes? Mais en fait, ça veut dire quoi exactement de se mettre en priorité? Et quel rapport avec le sujet de cette conférence? Eh bien, il y a peut-être à éclaircir l'idée, en effet. Mon intention ce soir est de vous partager mon point de vue et mon expérience sur le sujet. Et nous allons ensemble, en toute simplicité, parler de la place des mots dans le contexte de la maladie, comment on ne trouve plus ces mots et pourquoi, et enfin, comment on sort de cette spirale qui nous met dans tous nos états. Alors oui, il y a une bonne nouvelle, figurez-vous, il y a des solutions pour ça, une sorte de mode d'emploi. Et ça fait du bien une fois qu'on sait comment s'y prendre. L'idée ici, c'est de vous apporter des pistes de réflexion pour vous aider à exprimer ce qui se passe en vous, pour l'exprimer à soi-même et aux autres en toute bienveillance. Une clé du mieux-être dans notre quotidien. Alors, ce soir, nous allons aborder la place des mots dans le contexte de la maladie. Comment aider son proche ou être soi-même soutenu au moment du parcours déstabilisant de la maladie. Comment on perd les mots et pourquoi. Comment exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous ou ce qui s'est passé au moment où la maladie est arrivée dans votre vie. Comment sortir de cette spirale infernale, les comportements à arrêter et les attitudes à privilégier. La place des mots dans le contexte de la maladie, tout un poème. Alors en effet, en fonction de la place que l'on occupe, les mots ne seront pas les mêmes. Le cancer du sein, je l'ai vécu à deux places différentes. Donc la première, en fait, c'était aux côtés de ma maman il y a 11 ans et la seconde, à ma place, il y a 4 ans. Quand ma maman a traversé la maladie, je me suis sentie impuissante, démunie. Comment je pouvais faire pour l'accompagner au mieux? Qu'est-ce que je pouvais lui dire pour la soulager, la rassurer, alors que moi-même, j'étais inquiète en fait. Comment lui apporter du soutien, être présente, sans être trop envahissante, mais finalement suffisamment présente malgré tout pour qu'elle se sente soutenue et entourée. Quoi faire pour qu'elle se sente mieux, que son parcours soit le plus doux possible malgré la peur, les angoisses, les douleurs, tout ce que l'on peut traverser dans ces moments-là. Quels mots aurait-elle eu besoin ou envie d'entendre aussi? Quels mots je n'ai pas su ou pu lui dire par peur de lui faire du mal ou par peur de mal faire surtout, par pudeur? Comment comprendre ce qu'elle ressentait alors que je ne connaissais rien de ce parcours et de ce qui la bouleversait? Parce que si moi j'avais du mal avec les mots, ma maman aussi.
Alors, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce qui était possible pour moi à ce moment-là, mais en tout cas, toujours avec beaucoup d'amour. Et puis, je me suis posé la question aussi, et mon papa, de quoi avait-il besoin lui aussi sur ce chemin? Alors, autant de questions qui sont restées longtemps sans réponse et qui, pour certaines, sont encore à éclaircir. Mais j'ai encore un peu de temps pour ça. Alors, c'est quand je me suis retrouvée à vivre la maladie que j'ai mieux compris en fait ce que ma maman avait pu ressentir. Même s'il est important vraiment de préciser que chaque parcours est unique, que chaque personne a sa perception bien à elle de ce qui lui arrive et sa manière d'y réagir. De par mon expérience personnelle et maintenant d'accompagnante, eh bien, je constate que l'on retrouve tout de même des similitudes sur plusieurs points. Alors, quand à mon tour, j'ai traversé cette étape, je me suis rendu compte à quel point les mots de notre entourage et nos mots à nous avaient une importance capitale. Les mots. Les mots, ceux que je n'ai pas voulu exprimer. Et oui, parce que dans ce parcours-là, il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire non plus. Les mots, ceux que je n'ai pas su ou pu exprimer. Hmm. Ceux que j'ai exprimés, mais de manière plutôt maladroite, sous le ton de la colère, de l'énervement, de l'agacement, de la peur, toutes ces émotions qui nous traversent. Ceux que j'aurais aimé entendre, alors j'en ai entendu beaucoup et il y en a peut-être certains qui m'ont manqué, et puis tous ceux qui m'ont fait du bien. Il y en a eu aussi énormément. Et puis, il y a aussi ceux dont je me serais bien passée. Et tous ceux que j'ai été capable de dire, et oui, heureusement, avec bienveillance et amour. Et en même temps, il me manquait pas mal de connaissances, de solutions pour exprimer pleinement ce que j'avais envie et besoin de dire pendant toute cette période de maladie. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif de quelques mots en trop, alors pas forcément ceux que j'ai entendus moi directement, hein, mais venant d'autres expériences. Alors les non-dits, c'est tout ce que nous ou notre entourage n'osons dire par peur, enfin que nous imaginons, dérangés, gênés, blessés, qu'on ne dit pas pour se protéger. Un peu les absences, les silences, tout ça, parce qu'on ne sait pas trop quoi dire en fait. Et on a peur, en effet, de déstabiliser. Et puis il y a les mots en trop. Alors les mots en trop, je ne sais pas si là dans l'assemblée, il y a des personnes qui ont traversé la maladie. Peut-être qu'elles auraient des exemples de mots en trop. Là, j'en ai répertorié quelques-uns. Ah, tu as seulement des rayons? Bon, ça va, c'est pas si grave, hein. C'est un petit cancer en fait. Bah oui, en effet. Oh, bah, aujourd'hui, tu as de la chance. Un cancer du sein, ça se soigne, mais super bien, hein. On en meurt aussi encore. Bon, ta psy, elle a pas l'air vraiment très efficace, hein. Eh oui, bah, c'est sûr que le parcours, est pas si simple et pourtant, même accompagné, eh bien, ça peut être parfois compliqué. Bon, ils font des trucs super maintenant en reconstruction mammaire. Ah ouais, si tu savais. Bah, pas encore. Bon, maintenant que tes traitements sont finis, bah, tu fais quoi? Hein? Et quand est-ce que tu vas remonter la pente? Bah, il faudrait bien que tu bouges quand même maintenant. Tous ces mots qui font du bien, hein. Ouais, tous ces mots en trop. Et puis, il y a les mots qui manquent. Bah, ça, c'est tous ceux que nous aurions aimé entendre et qui sont propres à chacune. Donc, j'en ai pas mis parce qu'en fait, ça dépend vraiment de nos besoins à chacune. Il y a certaines femmes qui vont avoir, certaines personnes qui vont avoir besoin d'entendre certains mots, d'autres pour qui ce ne sera pas important. Donc, pour chacun, c'est différent. Et puis, on a les mots qui font du bien. Alors là, ceux-là, on les aime, hein. Si tu as besoin de moi, je suis là. Oh, tu es toute jolie. Et oui, malgré la maladie, on peut être encore jolie. Pleure, ça fait du bien. Allez, viens dans mes bras. Je t'aime fort. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je suis à tes côtés, quoi qu'il arrive. Et de quoi tu as besoin aujourd'hui? Je suis là, sois rassurée. Je t'écoute, je comprends. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tous ces mots qui nous font du bien. On a l'impression, voilà, d'être entendue, comprise, soutenue.
c'est bien chouette. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche en fait de dire ce qui se passe vraiment en nous avec simplicité et douceur? Pourquoi nous avons tant de difficultés finalement à exprimer ce que l'on ressent? Alors, pas uniquement en tant que malade, car la difficulté, elle est aussi pour notre entourage, les familles, les amis, les collègues. On le voit bien dans les mots en trop, les mots qui manquent, les non-dits, eh bien, ça ne nous concerne pas que nous en tant que malades, ça concerne aussi tout notre entourage. Alors, comment peut-il y avoir de la compréhension si chacun se retrouve dans ce schéma? Ce que mon entourage n'arrive pas ou ne sait pas me demander, par exemple, comme ce que je disais tout à l'heure, de quoi tu as besoin? Eh bien, certaines personnes ne pourraient pas demander ça. Et puis moi, surtout, ce que je n'arrive pas aussi à ressentir de mes besoins. Et ce que mon entourage n'arrive pas à exprimer de ses besoins à lui, parce que nous, il y a les nôtres, mais notre entourage vit aussi la maladie à sa manière, avec ses peurs, avec ses doutes, avec ses craintes, avec tout ce qui se passe aussi à l'intérieur des personnes qui nous entourent. Et puis, ce que j'exprime mal ou maladroitement, ce que je n'arrive pas à exprimer d'abord de mes besoins, parce que on peut être nombreux ou nombreuses à n'avoir pas appris à exprimer de quoi nous avons besoin. Et ce que notre entourage nous exprime mal ou maladroitement. Donc, c'est tous nos petits mots en trop, ce qu'on entend parfois et qu'on n'a pas envie d'entendre, nous. Et pourtant, bon, les gens, est-ce qu'ils le font de manière pour nous blesser, nous faire du mal, nous déranger? Pas forcément, mais peut-être c'est parce qu'ils ne savent pas exprimer autrement. Et puis moi-même, ce que j'exprime mal ou maladroitement. Alors c'est bien difficile de s'y retrouver dans tout ça, dans ses ressentis, ses besoins et trouver un équilibre. En effet. Alors comment on perd les mots? Ce soir, je vous propose d'en parler. Et de parler de quoi? Des émotions. Ça vous parle, les émotions? Je ne sais pas, Cédric, tu peux poser une question. Est-ce que les émotions, ça parle? Pas partagé dans le chat. On a déjà quelques réponses sur ce que tu as déjà partagé. D'accord. Il y a des petits mots en trop, des mots qui manquent, des mots qui font du bien. C'est ça. On pourra en effet faire un petit package. Alors, comment on perd les mots et pourquoi? Les émotions. Alors, dans le parcours de la maladie, les émotions, elles vont bon train. En amont, parce qu'avant le diagnostic, on a les différents examens, les mammographies, les échos, les biopsies, tout ce qui s'ensuit. Et puis, le diagnostic, le parcours de soins, chirurgie, chimio, radio, hormonothérapie, reconstruction éventuelle. Le parcours est un long et grand chemin. Et puis, il y a aussi le parcours après le parcours de soins. En fait, quand tout ça s'est terminé, en fait, notre vie, elle est loin d'être terminée. Et tant mieux. Ça veut dire que, voilà, on est là, on peut rebondir. Et là, c'est la place au parcours de la reconquête de soi. Ou même, tout simplement, de la conquête de soi. Parce qu'en fait, on ne retrouve pas sa vie d'avant. Alors peut-être que certaines ou certains auraient envie de retrouver sa vie d'avant. Pour ma part, en tout cas, j'avais juste envie d'en inventer une nouvelle. Alors à chaque étape, en effet, de ce parcours, en amont, après, donc pendant, il se joue une sacrée farandole d'émotions bien déstabilisantes. Alors les émotions, oui, elles peuvent toutes y passer. Alors là, j'en ai mis quelques-unes, les principales, mais la peur, la colère, le dégoût, la surprise, la haine, l'espoir, la tristesse. On peut aussi avoir quelques émotions de joie, malgré tout, dans ce parcours de maladie, de soins.
Alors, qu'est-ce que c'est que les émotions? Et en fait, à quoi ça sert une émotion? Une émotion, en fait, c'est directement lié à un besoin. Alors là, je vous ai mis un petit schéma de Daniel Siegel, qui est neuroscientifique et qui est en fait spécialisé dans le cerveau des enfants. Et je trouvais que là, sa métaphore du cerveau était super intéressante. Alors, c'est la métaphore de la maison à 3 étages. Et en fonction de là où on se trouve, eh bien, voilà, les résultats ne vont pas être les mêmes. Donc, comme vous pouvez le voir là sur le petit schéma, donc il y a la cave, le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, en fait, quand on est en situation de stress, d'émotions fortes, de peur, de colère, de tristesse, enfin bon, voilà, tout ce qui est lié aux émotions, eh bien, on se trouve au rez-de-chaussée. Et en fait, quand on est au rez-de-chaussée, eh bien, on a, en fait, tout est bloqué. Le stress bloque le passage du rez-de-chaussée à l'étage. La réflexion est totalement impossible, d'où les paniques, d'où les colères, les mots en trop, les comportements qui peuvent être pas forcément du tout adaptés à la situation. Et dans le parcours de la maladie, il est vrai que, eh bien, on est très nombreux et très nombreuses à rencontrer ce genre de choses, puisque les émotions ont un fort lien avec tout ce que l'on traverse et en fonction de toutes les étapes que l'on voit, eh bien, nos émotions, elles sont mises à rude épreuve. Donc, on est souvent, enfin, on peut se trouver en fait très souvent au rez-de-chaussée. Alors, pour pouvoir passer à l'étage, eh bien, en fait, on a besoin de descendre à la cave. Parce que la cave, en fait, c'est là où on va pouvoir retrouver du calme. Donc, on va s'arrêter, on va se poser et puis on va prendre le temps de respirer ou alors de se mettre en mouvement. Et la cave, c'est le centre, le cerveau des réflexes, en fait. Donc là, on descend à la cave et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se pose, on s'arrête, on prend une grande respiration. Vous pouvez le faire en même temps que moi, hein. Même si là, à l'instant T, il n'y a peut-être pas d'émotions fortes qui vous traversent le corps et l'esprit. Mais bon, ça n'empêche, ça fait du bien de prendre ce temps pour respirer, pour se poser. Et en fait, on redescend à la cave, on s'arrête, on se pose, on respire, ou alors pour ceux qui préfèrent, on peut en effet se mettre en mouvement. En fait, l'idée, c'est d'aller changer le schéma du cerveau à ce moment-là. Donc, de switcher, entre guillemets, les émotions du moment pour aller se recentrer sur du calme, de la respiration et sur autre chose. Et qu'est-ce que ça va nous permettre? Eh bien, ça va nous permettre, en fait, de remonter tranquillement jusqu'à l'étage pour eh bien, trouver des solutions. Et quand on est au rez-de-chaussée, c'est vrai que ce qui est important aussi pour nous, bah, c'est peut-être de se sentir entendu, écouté. C'est bah, par exemple, voilà, en fonction de l'état dans lequel on se trouve, eh bien, de se demander déjà, même rien que pour nous, mais qu'est-ce qui se passe en fait en moi là? Alors j'ai peur, je me sens comment? C'est difficile, bon, il y a plein de choses qui peuvent nous traverser l'esprit, mais en fait, très souvent, on ne se pose pas la question. On reste dans notre panique, ça tourne en boucle, on est dans notre schéma là de hamster qui cavale et on a bien du mal à redescendre à la cave pour calmer tout ça, pour ensuite pouvoir remonter tranquillement au rez-de-chaussée et à l'étage. Et alors en fait, durant tout le processus du parcours, en effet, si les émotions ne sont pas identifiées et prises en compte, eh bien les besoins associés ne pourront pas du tout être révélés et donc seront insatisfaits. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si notre besoin est insatisfait,
ou non satisfait et non respecté, eh bien, rebelote, on repart dans la frustration, dans la colère, dans la tristesse, dans la peur, et on reste au rez-de-chaussée. Donc, tant qu'on reste au rez-de-chaussée, lorsque nous sommes au rez-de-chaussée, eh bien, notre mode de fonctionnement, c'est quoi? C'est la fuite, l'attaque ou la paralysie. D'où, encore une fois, les mots en trop, les mots qui manquent, parce que la paralysie, eh bien voilà, on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait peut-être on ne peut plus parler, on ne peut plus trop dire grand-chose. Ou alors, on est dans l'attaque, et là, c'est la colère, c'est tous les mots en trop que nous pouvons prononcer, ou dans la fuite. Et ben alors là, on est dans les non-dits, on, on file vite parce que on ne sait pas quoi faire d'autre. Alors on comprend mieux comment et pourquoi on perd ces mots. Parce que si on reste au rez-de-chaussée de cette maison à 3 étages, eh bien, on ne va pas avancer beaucoup. Alors, le rôle des émotions, en fait, à quoi elles nous servent nos émotions? Une émotion, en fait, c'est un état provisoire et elle est liée à un événement. Donc, dans le parcours de la maladie, des événements, on en rencontre plein. Mais en même temps, si on regarde un petit peu, dans la vie de tous les jours, des événements qui peuvent nous générer des émotions dans tous les sens, eh bien, on en rencontre aussi beaucoup. Là, je parle de la maladie, bien évidemment, parce que c'est le sujet de ce soir et que c'est le parcours que j'ai eu aussi et vécu. Et donc, je vous parle un peu de mon expérience, mais aussi de voilà, de tous mes apprentissages par la suite pour un peu comprendre comment ça se passe. Et donc, les émotions, en fait, elles fonctionnent comme un système d'alarme et elles nous livrent des indicateurs sur nos états internes. C'est notre boussole interne, en fait, qui nous donne la tendance de notre état d'être. Alors, toutes nos émotions sont des signaux de nos besoins. Elles fonctionnent vraiment comme un système d'alarme, comme vous pouvez le lire, et elles livrent ces indicateurs sur nos états internes. Alors, une émotion dite positive, en fait, signale que notre besoin est satisfait. J'imagine que tout le monde comprend bien l'émotion positive et que quand on va bien, on ne se pose pas de questions, de toute façon, tout va bien, donc c'est juste parfait. Et une émotion dite négative, en fait, à quoi elle sert? Elle nous alerte sur un besoin insatisfait. Donc, pour mieux gérer les émotions perturbatrices, en fait, il est nécessaire de pouvoir identifier l'émotion ressentie. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis triste, en colère? Je ne sais pas, enfin, il peut se passer tout un tas de choses. Et puis, donc, d'identifier également le déclencheur à l'origine de cette émotion. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, par exemple, le diagnostic de la maladie, ou un examen autre pendant le parcours qui nous perturbe, ou aussi, par exemple, le stress, quand certaines vont à la mammographie pour aller faire un contrôle. Voilà. Quelle émotion on vit à ce moment-là? Et donc, quel est le déclencheur à l'origine de l'émotion? Et du coup, quel est le besoin à satisfaire et le comportement adapté à la situation? Une émotion décodée et écoutée procure énergie et bien-être. Ça, je pense que vous l'avez parfaitement compris et que vous connaissez de toute façon cet état-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, tant que nous restons bloqués au rez-de-chaussée de notre maison, notre capacité à prendre soin de nos émotions et donc de nos besoins, eh bien, est totalement bloquée. Donc, l'idée, c'est en effet de faire en sorte de redescendre à la cave pour un peu poser tout ça, pour ensuite éclaircir son cœur, son corps et son esprit pour retourner et remonter à l'étage pour ensuite prendre les bonnes décisions et se poser les bonnes questions. Alors justement,
quelques questions que l'on peut se poser pour mieux comprendre ce qui s'est joué ou ce qui se joue encore. Parce que, encore une fois, on est sur la maladie, mais en fait, ce processus-là, il est valable pour notre quotidien, pour toutes les situations que l'on traverse dans notre vie, en fait, de tous les jours. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que à chaque étape, je me suis connectée à mes émotions? Est-ce que je les ai écoutées et est-ce que j'ai pris soin d'elles? Donc, est-ce que à chaque fois que je me suis retrouvée dans une situation de stress, de colère, d'angoisse, de peur, de tristesse, est-ce que je me suis arrêtée, je me suis connectée à cette émotion, je l'ai écoutée et j'ai pris soin d'elle? Et si je l'ai fait, eh bien, c'est juste génial parce que dans ce cas, j'ai peut-être et certainement identifié le besoin à laquelle elle était associée. L'autre question, c'est est-ce que j'ai identifié justement mes besoins? Est-ce que, et si je les ai identifiés ensuite, est-ce que je les ai exprimés? Et encore mieux, est-ce que je les ai respectés? Alors, si je me suis posé toutes ces questions, bah, c'est juste génial, évidemment, parce que pour le coup, ça veut bien dire que j'ai pris en compte mes émotions, je sais comment ça fonctionne, je suis redescendue à la cave, je suis allée voir ce qui s'est passé, je les ai écoutées, j'ai pris soin d'elles, donc j'ai identifié le besoin et si c'est un besoin qui m'est complètement propre et que, j'ai pas forcément besoin d'exprimer aux autres, mais par contre que je respecte, eh bien tout va bien se passer. Si c'est un besoin qui est lié avec d'autres personnes, eh bien qu'est-ce que je fais pour l'exprimer auprès des autres? Donc ça, c'est le premier schéma. Mais alors peut-être que j'étais dans un autre schéma en fait et le schéma c'est: je ne me suis pas écoutée, je n'ai pas demandé, j'ai fait la femme forte, celle qui sait tout faire, qui va se débrouiller toute seule. J'ai fait et peut-être que je fais encore, passer les autres avant moi. Je m'occupe de tout le monde, sauf de moi. Je n'ai pas osé dire non, je n'ai pas osé m'exprimer. J'ai satisfait les besoins, bah, de tout le monde, hein, de mon entourage avant les miens. Mais peut-être qu'en fait, si je ne les connais pas, mes besoins, bah, forcément, ça peut être un petit peu difficile de les satisfaire. J'ai ruminé. Mmh, je pense qu'il y en a qui connaissent ça, la rumination. J'ai râlé aussi, ah oui, en effet. Quand, mes besoins ne sont pas respectés, identifiés ou autres, et bah, je râle parce qu'en fait, je crois que c'est comme ça qu'on va comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que quand je râle, bah oui, ça veut dire que je suis pas contente, que ça va pas et tout, mais est-ce que j'exprime mes besoins dans ces cas-là? On peut se poser la question. Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors un discours intérieur négatif en boucle, on y va et puis c'est la dévalorisation, la culpabilité et tout ce qui s'ensuit. Donc en fonction du schéma dans lequel je suis, le résultat va être bien différent. Comme je vous disais tout à l'heure, la super, citation d'Einstein que j'adore: «La folie, c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à des résultats différents». Alors en effet, si on fonctionne toujours pareil, si on croit que c'est l'autre qui va satisfaire mes besoins alors que lui-même ne les connaît même pas, si on pense que bah, de se mettre de côté, de faire passer tout le monde avant soi, de ne pas s'occuper de soi, de dire oui à tout le monde et du coup de se dire non à nous-mêmes, si on pense que c'est la solution qui va nous permettre d'avancer, eh bien pourquoi pas, hein. Ça peut être une solution, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Alors comment pouvons-nous mettre des mots sur ce que nous ne connaissons pas ou ne savons pas faire? Ben oui, en effet, mettre des mots, alors qu'en fait on ne sait pas du tout comment, on peut le faire, parce que, ben, voilà, on n'a jamais fonctionné, de cette manière-là, d'aller,
repérer ses besoins, voir ce qui se passe en nous. Donc, comment pouvons-nous mettre des mots sur ce que nous ne connaissons pas ou ne savons pas faire? Et si nous ne savons pas décoder et comprendre nos émotions, eh bien, nous ne pouvons pas identifier nos besoins. Je pense que vous l'aurez compris. Et si nous ne connaissons pas nos besoins, eh bien, nous ne pouvons pas les exprimer avec clarté et du coup, les respecter. Nos émotions et nos besoins, en fait, nous appartiennent totalement parce que nos émotions, ce sont tout à fait les nôtres et nos besoins, eh bien, ce ne sont pas forcément les mêmes que les autres. En tout cas, dans une même situation, ils peuvent être complètement différents de ceux des autres. Nous n'avons pas forcément les mêmes besoins au même moment et nous n'avons pas forcément les mêmes émotions que le voisin, que la famille, que le conjoint, que les enfants, en fonction de la situation que l'on vit. Les besoins sont essentiels parce qu'ils constituent un terrain sur lequel les êtres humains peuvent se comprendre. Et oui, parce qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc, au niveau des besoins, en fait, le conflit est complètement impossible, car c'est un niveau qui amène à la compréhension mutuelle et au non-jugement. Donc, exprimer vos besoins, eh bien, vous imaginez que ça peut être très, très, très utile. Alors, en même temps, je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je ressens vient de moi. Et l'autre n'a absolument aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Et oui, en effet. J'ai donc le pouvoir, le droit, le choix de ressentir les situations différemment. Donc, soit je fais le choix d'être désarmée, déstabilisée, accaparée par mes doutes, par mes propres incompréhensions, pudeur, maladresse, impossibilité d'exprimer ses propres émotions et ses propres besoins. La peur, la culpabilité, la tristesse, l'impuissance, toutes ces émotions-là qui nous traversent en fonction des situations que l'on rencontre. Ou alors, on peut aussi faire un autre choix qui est celui d'être confiante, apaisée, à l'écoute de ses émotions et de ses besoins, ouvrir son cœur pour exprimer ses ressentis, mettre sa peur de côté. Alors oui, je dis ça, c'est clair que c'est pas si simple, hein, tout ce que j'aborde là, c'est un chemin, une exploration de soi de tous les jours, c'est un entraînement, une connaissance aussi, une connaissance de soi pour justement aller voilà, découvrir un petit peu ce qui se passe en nous. Donc ça ne se fait évidemment pas en un claquement de doigts, les choses sont bien plus recherchées que ça. Mais écouter ses émotions et ses besoins, eh bien, ça amène à beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de facilité dans la vie et de se recentrer sur ce qui est important pour soi et dans ses relations. C'est un chemin qui peut être très intéressant à faire. En tout cas, à chaque fois, faire du mieux que je peux. Alors bien évidemment, si je suis pleinement responsable de ce que je ressens, que l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne, que tout ce que je ressens vient de moi et que j'ai donc le pouvoir, le droit, le choix de ressentir des situations différemment, eh bien ce schéma, s'il est valable pour moi, il est également valable pour l'autre, pour les autres, pour l'entourage, la famille, les amis, les collègues, toutes les personnes que l'on peut avoir autour de soi.
Alors, je ne sais pas, Cédric, s'il y a des questions, des commentaires ou autres, parce qu'en fait, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'avoir... je ne sais pas, Des petites questions. Eh bien, écoute, peut-être une ou deux questions ou quelque chose comme ça. Parce que on est... on peut prendre celle d'Elena. Elena qui nous dit, tout ça, on peut le faire dans notre intimité, mais dans la société, il se peut qu'on respecte certaines règles et ne pas se manifester spécialement librement. Alors, que faire en ces situations? de ne pas se manifester librement. Comment faire pour s'exprimer vraiment en société? Ouais. Et ben alors justement, ça s'apprend en fait. C'est aussi apprendre, voilà, ce qui est important pour soi. Peut-être que améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, ça peut aider à pouvoir s'exprimer beaucoup plus librement. Et puis, il y a s'exprimer et s'exprimer. On a toujours la possibilité d'exprimer nos ressentis, d'exprimer ce qui se passe au fond de nous de manière bienveillante. Mais en effet, c'est un apprentissage parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément le faire. Par peur justement hein, du jugement de l'autre, du regard de l'autre, de ce qu'il va penser, si je dis ci ou si je dis autre chose. En fait, on fait énormément de suppositions sur ce que l'autre peut penser et du coup, ça nous empêche de nous exprimer librement. Mais dans toutes les situations et avec toutes les personnes, il est tout à fait possible de pouvoir s'exprimer librement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Elena. Tu y réponds et justement, tant qu'on parle aussi de s'exprimer librement et qu'on parle de l'autre, comment peut-on faire quand l'autre en face ne nous écoute pas? Ah, une grande question, hein, quand l'autre en face ne nous écoute pas. Alors déjà, quand l'autre ne nous écoute pas, c'est au moment où nous, on a souhaité lui parler, est-ce qu'il était disposé à nous écouter? Est-ce que lui-même était prêt, était pas sur autre chose, il était peut-être préoccupé par d'autres choses? Alors en effet, si l'autre nous écoute pas, ce qu'on peut faire, c'est lui exprimer que nous avons besoin de lui parler et de lui demander à quel moment il serait disponible pour nous écouter, par exemple. On peut voilà, organiser, faire une petite aparté, une pause à deux pour déposer ses mots. Et là, la personne, si c'est le conjoint ou n'importe qui d'autre hein, d'ailleurs, sera certainement beaucoup plus disposée à nous écouter. Et si cette solution n'est pas envisageable, ce qu'on peut aussi envisager, c'est écrire. Parfois, d'exprimer, de déposer ces mots sur un papier, ça peut être très, déjà c'est très libérateur pour soi-même, ça c'est une première chose. Et puis ça peut permettre à l'autre d'être beaucoup plus à l'écoute parce qu'il va lire les mots quand lui-même sera disposé à le faire. Donc ça peut être, voilà, ces deux solutions-là, en tout cas, qui peuvent être mises en œuvre pour essayer ou faire en sorte que l'autre nous écoute. Pour tes réponses. Alors, si on ne se comprend pas soi-même, si on ne connaît pas nos schémas de fonctionnement, si on n'a pas appris à s'observer, à s'écouter, à se respecter, à s'aimer, eh ben en effet, comment donner le mode d'emploi aux autres? Parce qu'en fait, on attend souvent des autres qu'ils répondent à nos attentes, à nos besoins, qu'ils comprennent, qu'ils devinent en fait. Mais en fait, si nous, on n'a pas le mode d'emploi, peut-être que l'autre, il ne l'a pas non plus. Alors, on rentre voilà, dans une spirale un peu infernale. Moi, je ne sais pas leur dire ou lui dire.
Et puis, bah, comme eux, ils ne savent pas me dire non plus, eh bien, je reste avec ma rancœur, je me sens un peu seule, j'ai mes peurs, j'ai mes suppositions. Et puis on se dit, bah, de toute façon, ils ne se rendent même pas compte de ce que j'ai ressenti ou de ce que je ressens. Et puis, bah, en fait, si on prend un peu de recul, bah non, parce que si je les ai pas, si j'ai pas exprimé mes ressentis, eh bien l'autre va avoir un petit peu de mal à les deviner. Donc si je ne dis pas, eh bien ça tourne en boucle. Et en effet, de tout ce que je ressens, de tout ce qui a été bouleversé, touché, alors l'image de soi, l'estime de soi, le rapport à sa féminité, la confiance en soi, parce que c'est vrai que dans le cadre de la maladie et là, pour le coup, du cancer du sein, la féminité est particulièrement bouleversée, donc corporellement, en effet, en fonction du parcours que l'on a pu traverser. Et la confiance en soi, l'image de soi, qui est vraiment amenuisée aussi, l'estime de soi. Donc énormément de notions qui peuvent vraiment voilà, perturber toute déstabiliser une femme en particulier, je parle des femmes. Et donc on reste voilà, dans ce cercle un petit peu, dans cette spirale, tout tourne en boucle. Bon, bah voilà, je sais pas faire, je sais pas leur dire, ils savent pas me dire, et puis qui va faire quoi, et puis est-ce qu'un jour ils vont m'entendre, est-ce qu'ils vont comprendre, et en même temps, bah, si nous-mêmes on n'exprime pas, eh bien il y a peu de chances pour que l'autre puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que à l'intérieur de nous, en fait, il y a qui? Il y a juste nous. Donc, qui peut deviner ce qui se passe en nous, les émotions que l'on vit, qui peut deviner nos besoins, à part nous, si nous-mêmes déjà, on va un peu explorer tout ça. Mais si on ne le fait pas, eh bien déjà, on ne peut pas l'exprimer, et puis l'autre, ou les autres, en tout cas, ne pourront jamais, jamais, jamais le deviner. Alors, on fait quoi avec tout ça? Et on fait quoi maintenant pour sortir de cette spirale infernale? Et oui, parce que c'est une sacrée spirale infernale. Eh bien, je vous le donne en mille, si on commençait par se mettre en priorité et prendre soin de soi. Voilà, on y est. Au début de la conférence, je vous posais la question, donc je ne sais pas si Cédric a eu des réponses d'ailleurs à ce sujet. Qui pense que de se mettre en priorité, c'est être égoïste? Est-ce qu'il y avait eu des réponses sur le sujet? Bon, ça fait remonter le chat, peut-être. Oui, mais du coup, on n'avait pas spécialement eu trop de réponses dessus. D'accord. Eh ben alors, je peux peut-être poser la question, là, maintenant. Qui pense que de se mettre en priorité est égoïste? Qui pense que de prendre soin de soi et de penser à soi, c'est égoïste? Eh bien, en fait, si on commence par se mettre en priorité et prendre soin de soi, eh bien, ça va nous aider à retrouver les mots. Parce que c'est prendre une pause pour se poser les bonnes questions. Et du coup, aller un petit peu explorer tout ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation, par exemple? De se poser cette question-là. De quoi j'ai besoin? Prendre le temps de s'arrêter pour mieux se comprendre, pour identifier ses besoins, pour les exprimer et les respecter. Et faire valser le masque de la femme forte. Vous savez, celle qui, voilà, qui fait tout, qui se plie en mille pour tout le monde, et puis qui s'oublie complètement, qui a complètement oublié que elle aussi, elle avait le droit d'avoir du temps pour elle, que elle aussi, elle a des besoins, et que ces besoins, eh bien, à partir du moment où ils sont satisfaits et respectés, eh bien, elle sera encore plus à même de s'occuper des autres. Que elle aussi, elle a le droit et elle mérite
de s'occuper d'elle et de prendre soin d'elle. Mais prendre soin de soi, ça veut dire quoi? C'est pas forcément aller se faire masser, aller passer du temps, je ne sais pas, au cinéma ou ce genre de choses. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son soi intérieur aussi. Qu'est-ce qui se passe en moi? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? De se poser toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait? Surtout après un parcours de maladie comme ça, est-ce que j'ai envie de continuer comme je faisais avant en fait? Est-ce que ma vie d'avant, c'est celle que j'avais envie de vivre? On peut se poser ces questions-là. Mais en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se les poser avant, avant que la maladie intervienne dans sa vie. Donc toutes ces questions, ça fait partie de prendre soin de soi. Et se mettre en priorité, c'est prendre ce temps et d'apprendre à s'aimer, à s'occuper de ce qui est important pour soi. Et du coup, voilà, de faire valser le masque de la femme forte, comme je mets, et aller explorer les autres parties de nous. Parce que oui, nous sommes des femmes fortes, je me mets dans le lot, et en même temps, on a aussi une partie de nous qui a ses fragilités, qui a besoin d'être chouchoutée, qui a besoin d'être épaulée, d'être écoutée. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Parce que exprimer, c'est aussi être en bonne santé. Le corps et ses messages. Alors moi, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Notre corps nous envoie des messages. Nos douleurs, nos maladies, tout ce que l'on peut avoir comme souci de santé, eh bien, c'est en partie lié à tout ce que nous n'avons pas ou n'arrivons pas à exprimer. Alors à exprimer à haute voix, à exprimer auprès de ceux qui sont concernés, mais à exprimer aussi à nous-mêmes. Et exprimer, c'est parler, mais pas que. On peut aussi déjà commencer par se libérer et exprimer par écrit. Des mots sur mes mots. Eh bien, comment aller plus loin, justement? Comment pouvoir exprimer librement en société? Eh bien, il y a des solutions pour tout ça, hein, comme je le disais. Oui, oui, il est possible d'améliorer en fait cette capacité que nous avons tous en fait, hein, d'aller identifier, écouter nos émotions pour ensuite identifier nos besoins. Et du coup, eh bien, Cédric, voilà, moi, je propose ce soir aux personnes qui sont présentes, pour celles qui souhaiteraient aller plus loin, eh bien, je leur propose de laisser parler leur cœur. Donc, un atelier qui vous permettra justement d'aller découvrir et apprendre. Alors, premièrement, à vous situer pour chacune de ces 4 notions, donc des notions que j'ai déjà évoquées et abordées précédemment. L'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Et oui, 4 notions bien distinctes et pourtant intimement liées, parce que les unes sans les autres, eh bien, il peut y avoir un déséquilibre. Et puis dans cet atelier, eh bien, vous pourrez découvrir et apprendre en fait pourquoi vous ne respectez pas vos besoins. Et surtout aussi les schémas à ne plus reproduire. Alors en fait, est-ce que, voilà, un des schémas qui pourrait être abordé là, c'est celui dont je parlais tout à l'heure,
Est-ce que vous êtes dans un schéma de je suis en boucle, je ne sais pas faire, je ne sais pas dire, ils ne savent pas dire, donc bon, bah, on reste un peu sur ce schéma-là, ou est-ce que on change de schéma et on essaye d'aller plutôt écouter nos émotions, d'aller explorer un petit peu ce qui se passe au fond de nous et, et du coup, essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour nous. Dans cet atelier, vous pourrez aussi voilà, découvrir comment justement identifier et comprendre vos besoins pour enfin les respecter. Parce que plus vous allez respecter vos besoins, eh bien, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez être bien dans votre corps, bien dans votre tête, plus vous allez voilà, vous épanouir et du coup avancer aussi au quotidien. Et plus vous allez respecter vos besoins, plus vous aurez la capacité aussi de les exprimer et, et du coup d'avoir de meilleures relations avec votre entourage. Et dans cet atelier, eh bien, je vous proposerai des outils pour parler avec votre cœur et exprimer vos besoins pour mettre des mots sur vos mots. Donc des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Et à la fin de cet atelier, eh bien, en fait, vous aurez déjà une meilleure compréhension de vous-même. Vous aurez des clés eh bien, pour commencer à vous libérer de ce qui vous pèse, à vous sentir plus à l'aise pour exprimer vos ressentis et au besoin, eh bien, enfin, alors vos ressentis et vos besoins à vous-même, parce que oui, c'est important aussi de se parler à soi-même et puis d'aller un petit peu, voilà, se chouchouter et puis de pouvoir aussi exprimer auprès de votre entourage, des gens que vous aimez et que parfois, eh bien, c'est vrai que c'est souvent notre entourage proche qui finalement prend un peu tout en pleine face. C'est que quand on se sent pas bien, quand on est en colère, quand il y a des choses qui nous perturbent, et qui, voilà, qui nous déstabilisent, en fait, les premiers, ceux qui sont en première ligne, eh bien, ça va être nos enfants, nos conjoints ou conjointes, voilà, enfin, en tout cas la famille proche. Et puis on sait que bah, si on s'exprime pas forcément très bien, si on râle, tout ça, bah, ils nous aimeront quand même toujours. En tout cas, voilà, encore un bon moment. Donc, du coup, on se laisse aller et puis on ne fait pas forcément attention à tout ça. Et puis en plus, bon, c'est un mode de fonctionnement. Donc, quand on n'en connaît pas d'autres et qu'on ne sait pas faire autrement, bah, on a le sentiment que voilà, qu'on ne peut faire que comme ça. Sauf qu'on peut faire autrement. Qu'on peut exprimer notre colère dans le calme. Et oui, c'est tout à fait possible. Et puis bah, tout ça, bien évidemment, on peut le faire pendant le parcours de la maladie, mais si ça fait déjà un bon moment que vous en êtes sorti, et bien même bien après, il est toujours temps de le faire parce que ce que vous faites aujourd'hui, de toute façon, ça vous sera utile pour votre quotidien, pour vos relations, pour votre relation avec vous-même et puis les relations avec les autres. Et moi, ce que je vous dirais, pour terminer, c'est vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. Alors, si vous avez envie d'apprendre à danser sous la pluie, eh bien, je vous invite à aller écouter vos émotions, à aller identifier vos besoins et puis à mettre des mots sur vos mots. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura apporté voilà, une compréhension sur ce qui se joue peut-être pour vous ou ce qui s'est joué pendant la maladie. Et c'est vrai que voilà, on peut rencontrer pas mal de difficultés à exprimer tout ce qui se passe en nous. Et en même temps, il est aussi possible de le faire. Et puis de retrouver les mots et puis d'oser exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer.
Voilà Cédric. Merci Marie. Alors tu vas pouvoir revenir parmi nous Comment je fais pour revenir parmi vous? en arrêtant le partage et en rallumant ta petite caméra. Alors, je reviens vers toi. Et donc, vous allez pouvoir retrouver eh bien, euh, tout le détail des ateliers juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Cet atelier aura lieu en direct eh bien, le 14 novembre à 20h30. Donc, on sera ravis de vous accueillir et de partager ce moment avec vous. Et puis, en attendant le 14 novembre, eh bien, vous aurez dans votre espace membre aussi un petit cadeau préparé par Marie, justement, un petit exercice en attendant l'atelier. Alors Marie, D'accord. tu es toujours en partage. Je suis toujours en partage. Donc, Alors, il faut que tu reviennes sur la fenêtre et que tu cliques sur la petite télé jaune. d'accord. Alors, tu sais, moi et la technique, hein. Et Alors, c'est voilà. parfait. Ah, ben voilà, me revoici parmi vous. Quel plaisir de vous revoir. Voilà. Alors, il y a déjà beaucoup de retours. On a Brigitte qui nous dit merci, ma grande amie Marie. Très bonne conférence. C'était super sympa. Merci. Et donc, on va prendre vos questions. N'hésitez pas à noter dans le chat, eh bien, si vous avez des questions à nous poser. Euh, une petite question en attendant les vôtres, ça va être justement, tu parlais de s'exprimer aux autres. Mm. Et comment faire justement pour s'exprimer à quelqu'un qui est malade, justement, nous, dans notre position. Et voilà, parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire, on ne veut pas blesser la personne, donc on n'ose pas spécialement tout dire, tu vois. Et puis, on ne veut Mm. pas aussi transmettre notre inquiétude par rapport à la personne déjà malade en face. Mais oui, en effet, c'est quelque chose que bah, qu'on peut être nombreux à rencontrer. Et en fait, on a le sentiment que d'exprimer nos inquiétudes, nos craintes, nos peurs à la personne qui elle-même est malade, on a l'impression que que ça va lui en rajouter, que ça va plus la stresser alors qu'elle est déjà dans une situation compliquée. Mais c'est pas forcément le cas parce qu'en fait, on fonctionne avec nos filtres à nous. On fait beaucoup de suppositions. On a le sentiment que si on dit ça, eh bien, la personne, elle va le prendre comme ça. Mais sauf que c'est pas forcément la réalité parce que c'est ce que l'on pense nous, c'est ce qu'on imagine nous. Mais est-ce que c'est la réalité? Et en fait, pour le savoir, la seule façon de le faire, de le savoir en tout cas, c'est de l'exprimer à la personne. Et blesser quelqu'un, eh ben, en fait, oui, ça va être quand on va plutôt utiliser les mots en trop, les mots que j'ai pu partager là tout à l'heure, et puis il y en a peut-être d'autres qui auraient des exemples. Euh, Là, oui, on peut blesser. Mais si on parle à la personne avec bienveillance, avec tout notre amour, même si on parle de nos inquiétudes et de nos peurs, comment ça peut blesser la personne? Au contraire, c'est peut-être aussi une manière de se rapprocher, de partager ce parcours de la maladie avec beaucoup plus de douceur. Parce qu'en fait, on a ce sentiment de se dire oui, bah, vaut mieux que je dise trop rien parce que bon, j'ai pas envie de l'embêter, voilà. Mais en fait, peut-être que la personne elle-même, la malade, elle aurait envie d'entendre nos inquiétudes, d'entendre voilà ce qui se passe aussi en nous et pour nous. Parce que parfois les silences et les non-dits, ça peut être pire que les mots. Parce que les mots, si on va à la cave, qu'on respire, qu'on prend cette pause avec nous-mêmes, eh bien on a la capacité d'exprimer à l'autre d'une manière tout à fait bienveillante, tranquille et ce que l'on ressent. En revanche, si en effet on reste au rez-de-chaussée et qu'on est dans nos émotions de peur, de crainte, de doute, de je ne sais quoi, eh bien là, il peut y avoir des risques à ce qu'on exprime mal ce qui se passe en nous. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que tout est envisageable. À nous d'être judicieux, de descendre à la cave, d'aller respirer ou de se mettre en mouvement et de se dire, voilà, je vais aller déposer mes mots et je vais demander à la personne à qui j'ai envie de le dire si elle est OK pour m'écouter et à quel moment on peut le faire. C'est toute une histoire aussi de respect de l'un et de l'autre et de prendre le temps
d'exprimer les choses. Alors, ouais, c'est peut-être facile comme ça quand je le dis, hein, mais c'est vrai que dans la pratique, c'est peut-être pas si simple. Mais prenez du temps pour redescendre à la cave, respirer, prendre un moment et exprimer les choses à la personne à laquelle vous avez envie d'exprimer tranquillement, tout doucement. Et puis encore une fois, quand vraiment on a des difficultés à trouver les mots, à exprimer ce qui se passe en nous, eh bien, moi, j'invite vraiment les gens à écrire. Parce que écrire, ça permet énormément de choses. Ça permet de nous libérer, nous, déjà. Parce que même, des fois, on peut avoir énormément de colère hein, si on est un accompagnant. Enfin, je ne sais pas, moi, par exemple, moi, quand ma maman était malade, bah, c'est vrai que j'avais beaucoup d'impuissance, je me sentais démunie, je ne savais pas trop comment lui dire, comment faire, parce que bah, je n'avais pas non plus tous les outils hein, et toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et même si, voilà, à chaque fois, j'ai fait avec tout l'amour que j'avais pour elle et bah, d'une fille pour sa maman, en tout cas pour moi et ma maman. Et puis, il y a des choses bah, que j'ai pas pu exprimer. Et bah, ce que j'ai fait, j'ai écrit. J'ai écrit la colère que j'avais, l'injustice, toutes ces choses que l'on peut ressentir bah, quand on sait qu'une personne qui est chère à notre cœur est, euh, est touchée par la maladie. Eh bien, voilà, écrire. Et puis, c'est écrire pour soi, hein, c'est pas forcément écrire pour l'autre, mais on peut le faire aussi, écrire pour l'autre. En fait, il y a plein d'options possibles et l'écriture est vraiment très libératrice. Voilà pour la réponse à ta question. Cédric, est-ce que j'ai répondu à cette question d'ailleurs? Tu as répondu. Merci beaucoup pour ta réponse. On a justement des questions très intéressantes qui arrivent. On va prendre déjà celle de Ruby qui dit penser à soi, cela veut aussi dire arriver à prendre des décisions courageuses quand on n'est pas entendu par l'autre. Es-tu d'accord avec ça? Oui, aussi. Aussi, en effet. Penser à soi, c'est aussi ça. C'est parfois eh bien, prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre, mais qui, à partir du moment, respectent notre besoin à nous, eh bien, ce sera du coup une bonne décision. Ce qui est important, en effet, c'est de se poser justement la question dans une situation comme ça qui peut être délicate. Qu'est-ce qui est important pour moi là maintenant? Et si ce qui est important pour moi là maintenant, bah, c'est par exemple prendre de la distance ou si c'est, oui, bah, je ne sais pas, faire un break avec la personne ou je ne sais pas, il peut y avoir d'options possibles. Eh bien, si ça, c'est important pour moi, eh bien, il est important que je respecte ce besoin. Mais respecter mon besoin, ça ne veut pas dire j'occulte tout le monde, j'oublie tout le monde et puis je m'occupe de personne d'autre et tout. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire moi pour respecter mon besoin, pour justement être en meilleure relation avec l'autre aussi. Et parfois, en effet, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas forcément faciles, mais qui seront peut-être meilleures pour l'un comme pour l'autre. Donc oui, c'est aussi prendre des décisions courageuses, Ruby, en effet. Merci pour ta question, Ruby, et merci pour la réponse. On a Joss qui voudrait savoir comment prendre sa place lorsque d'autres personnes ont la parole facile. Comment prendre sa place lorsque d'autres personnes ont la parole facile? Eh bien, déjà, c'est quelle place tu as envie de prendre, Joss? Alors, j'ai une tendance à un peu tutoyer, alors excusez-moi, donc je vais peut-être reprendre le vouvoiement, je ne sais pas. Donc, quelle place? Et puis, est-ce qu'il y aurait peut-être un besoin de retrouver une confiance en soi dans certaines situations, retrouver peut-être un peu d'estime de soi aussi, parce que quand on a des difficultés à prendre sa place lorsque d'autres personnes ont la parole facile, eh bien c'est peut-être aussi améliorer l'affirmation de soi, peut-être voilà, un manque de confiance. Donc ben ça se travaille.
c'est des exercices qu'on peut mettre en place et puis c'est apprendre en fait qui nous sommes et puis à se poser encore d'autres questions comme qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation et comment je peux voilà, améliorer ma confiance, mon estime pour justement pouvoir m'affirmer de manière encore une fois bienveillante et avec un joli positionnement. Et parce que s'affirmer, ça ne veut pas dire, enfin en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est la définition pour tout le monde, mais l'affirmation de soi, c'est avoir la capacité d'exprimer ce que l'on a à dire de manière tout à fait calme, tranquille, avec les bons mots, en tout cas les mots qui sont justes dans cette situation-là, et entendre aussi ce que l'autre a à dire. C'est pas uniquement être de son côté à soi, c'est faire en sorte de trouver un juste équilibre avec l'autre également. J'espère avoir voilà, répondu également. Merci pour ta réponse à Joss. Et une autre question de Joss, justement, quelle est la durée de cet atelier? Y aura-t-il beaucoup d'exercices? Alors, la durée de l'atelier, ben, ce sera à peu près entre 1 heure et quart, quelque chose comme ça, en moyenne. Et puis en effet, j'ai prévu plusieurs exercices sur eh bien, toutes les jolies notions que nous avons abordées ce soir. Image de soi, estime de soi, confiance en soi, amour de soi. Et puis voilà, comment justement exprimer aussi ses besoins, aller identifier un petit peu tout ce qui se passe en soi et écouter nos émotions. Donc oui, il y aura plusieurs exercices en effet. Beaucoup, tout dépend de ce que tu appelles beaucoup, Joss. Mais en tout cas, il y en aura plusieurs, ça c'est certain. Merci beaucoup. Alors, Lily nous demandait comment faire sur du long terme pour des douleurs chroniques qui durent déjà depuis plus de 14 ans, sans répit et sans espoir de guérison. Elle précise qu'elle a déjà travaillé plusieurs mois en EFT sur les émotions, par exemple, sans succès. Du coup, est-ce qu'avec l'expression des mots, en tout cas, il y a quelque chose qui peut bouger? Alors oui, en effet, bon là je peux évidemment pas répondre précisément sur le cas de Lily puisque j'ai pas tous les éléments, mais il est certain que bon, les douleurs chroniques insupportables, invalidantes, qui durent depuis très longtemps, euh, pour moi, il n'y a pas de secret, le corps parle. Donc, il y a peut-être des choses que Lily, vous n'avez pas voilà, encore libérées, exprimées, et je pense que oui, certainement que de pouvoir le faire et puis d'aller un petit peu creuser. Mais bon, vous faites voilà, ça fait des mois que vous faites de l'EFT, que vous avez travaillé sur les émotions et tout. Donc ça, c'est déjà super parce que l'EFT est très, très efficace dans ce cadre-là, sur le travail des émotions. Alors après, il y a peut-être d'autres choses que vous pouvez envisager pour améliorer votre état d'être et surtout l'état physique, parce que les douleurs, bon, c'est vrai qu'au quotidien, ça doit être assez fatigant et usant, surtout depuis tout le temps que vous les endurez. Donc, peut-être d'aller vers d'autres choses comme les soins énergétiques qui peuvent vraiment beaucoup apporter pour rééquilibrer aussi le corps de l'intérieur, tout ce qui se passe aussi. Peut-être aussi, je ne sais pas, la kinésiologie qui là est vraiment axée sur la maladie. En fait, qu'est-ce que, voilà, comment le corps nous parle et qu'est-ce qu'il veut nous dire. Donc, il peut y avoir voilà, plein de possibilités, mais en tout cas, exprimer, libérer ce qui se passe à l'intérieur de nous par rapport à tout ce que l'on a pu vivre depuis voilà, de nombreuses années et qu'on n'a pas exprimé, nos rancœurs, nos colères, tout ça, eh bien, oui, ça peut vous aider, ça c'est certain. Mm. Alors, est-ce que ça réglera 14 ans de douleurs chroniques? Je ne peux pas vous le dire, mais après, il y a plein d'autres options possibles, d'autres options complémentaires.
Donc, ne pas hésiter à vous orienter vers d'autres praticiens, d'autres thérapeutes qui pourront vous aider sur ce parcours, hein. Bon, vous pouvez voilà, en tout cas, voilà, vous orienter vers d'autres possibilités aussi. Et puis, la première chose à faire, exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et avec le petit exercice, le petit document là que vous aurez, que Cédric, je ne sais plus quand est-ce que tu le transmets, ça peut être justement un début pour exprimer tout ce qui se passe en vous. Et aller voilà, chercher un petit peu ce qui vous dérange, ce qui vous déstabilise. Et donc, n'hésitez pas, vous pourrez le télécharger quand il sera disponible. Donc, il sera, C'est Cédric qui nous dit ça parce que moi, je ne sais pas. donc, il sera dans votre espace membre quand vous rejoindrez l'atelier. Vous pourrez le télécharger, il est déjà disponible. Et puis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que tu dis, par exemple, Lily, que ça fait plusieurs mois que tu travailles sur l'EFT, par exemple, sans succès. C'est toujours bien aussi de voir que quand une technique n'a pas spécialement de succès, le but, c'est pas de s'arrêter là, c'est de tester autre chose, c'est d'aller voir, toi, ce qui te correspond. Peut-être qu'il y a des outils qui t'appelleront plus. Le but, c'est de vraiment trouver sa propre pratique. Et par exemple, Joss nous dit, cela me semble essentiel de faire des exercices. Alors, c'est super. Justement, l'intérêt, c'est de découvrir un sujet et après, nous, on vous emmène à aller plus loin dans la pratique. Donc, Lily, trouve d'autres techniques qui te parlent et puis expérimente. C'est vraiment la pratique, l'expérimentation qui font avancer. Ouais, j'ai fait ça, mais de nombreuses années, comme je disais. J'ai tenté, expérimenté, je me suis observée, j'ai osé, j'ai essayé plein de trucs pour que justement, au fur et à mesure, ça avance, ça fasse boule de neige, et puis il y a des choses qui m'ont plus parlé que d'autres qui ont été plus efficaces sur moi et que d'autres. Donc, en effet, je rebondis sur ce que tu dis, Cédric, qui est très juste. L'EFT, c'est super, mais de pouvoir vous orienter vers d'autres choses qui peuvent aussi vous aider et en effet qui vont vous parler parce qu'il existe beaucoup de thérapies douces et alternatives qui peuvent vraiment aider dans ces accompagnements-là. Mais après, à chacun et chacune d'aller vers ce qui lui parle le mieux, quoi. Donc, de tenter, d'expérimenter. Et puis oui, les exercices, c'est de l'entraînement, mais c'est tellement chouette. Alors, merci pour ta réponse. On va prendre une autre question. Que veut dire exactement écouter son corps et comment faire? Oh, vaste sujet, hein. Vaste sujet. Eh bien, écouter son corps, c'est voilà, quand vous vous trouvez avec des douleurs récurrentes, des maladies qui s'installent, qui viennent frapper à votre porte. Eh bien là, c'est de se dire OK, qu'est-ce qui se passe là en moi? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, alors, je parle pas d'une grippe, d'un rhume, ce genre de choses. On peut être tous amenés à être un petit peu malade de temps en temps. Mais en effet, pour des choses qui sont un petit peu plus profondes, un petit peu plus puissantes, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ou qu'est-ce qui s'est passé là dans ma vie ces dernières années ou ces derniers temps ou qu'est-ce que j'ai pas réglé avec moi ou avec les situations que j'ai traversées qui amènent que mon corps me dit des choses. Mais en fait, quand mon corps il me parle, ça veut dire, bon, là, stop. Maintenant, arrête. Il va falloir que tu te réveilles un petit peu et puis que tu te dises, bon, il y a peut-être autre chose à vivre que ce que je vis là, quoi. Peut-être que c'est de se dire, en effet, est-ce que ma vie là, elle me convient? Est-ce que mon job me convient? Est-ce que la vie que je mène me va bien? Est-ce que l'alimentation que j'ai me convient? Est-ce que c'est de se poser en fait énormément de questions. Là, je ne les ai pas toutes comme ça, mais c'est de s'arrêter
En fait, quand notre corps, il nous dit quelque chose, c'est parce qu'il nous dit stop, arrête-toi et pose-toi des questions là maintenant. Donc c'est en effet de se dire, maintenant je vais m'arrêter et puis je vais me poser un peu des questions et je vais voir s'il y a des choses que j'ai à réajuster chez moi, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes relations, voilà, dans tout ce que je vis aujourd'hui. Donc, en fonction des problématiques, bon, de toute façon, c'est un vaste sujet, hein, c'est pas voilà, en 5 minutes qu'on peut expliquer tout ça. Mais quand le corps nous dit quelque chose, en fait, quand il nous alerte, c'est qu'on a quelque chose à changer dans notre vie. Donc après, en fonction de notre vécu, de nos expériences, eh bien, à nous d'aller un petit peu chercher et voir ce qu'il en est pour essayer d'améliorer les choses. Voilà, Merci Marie voilà, pour ta réponse. avec plaisir. Et donc, on va prendre une dernière question avant de se quitter. Justement, là, on parle de s'écouter, et s'écouter, c'est prendre du temps pour soi. Comment faire Oui. pour prendre du temps pour soi quand on a tout un quotidien à gérer, parfois les enfants et tout ça, c'est pas toujours Ah évident. oui, bah non, non, c'est sûr, hein. Quand on est maman, qu'on a les enfants, qu'on a le boulot, qu'on a la maison, qu'on a le mari, qu'on a, enfin bon, en effet, tout un tas d'occupations. Comment on fait pour prendre du temps pour soi? Eh bien pareil, on dit stop. On se dit bon, ok, avec tout ce que je fais là, comment je peux peut-être réorganiser mon quotidien? Qu'est-ce que je peux mettre en place de différent dans le quotidien que j'ai, hein? Mon quotidien, il est là, j'ai les enfants, j'ai le boulot, j'ai la maison, bon, ok, tout ça, j'ai à le faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour justement alléger un petit peu dans mon quotidien? Donc réorganiser, peut-être de faire un planning dans la maison avec qui fait quoi, qui s'occupe de quoi et tout, ce qui permet de soulager un peu maman. Parce qu'en fait, ce qui se passe peut-être souvent, c'est que les mamans, elles font tout. Elles s'occupent de tout, elles gèrent tout le monde, elles s'occupent des besoins de tout le monde, mais elles oublient les leurs. Donc, réorganiser, peut-être aussi de demander de l'aide. Peut-être de demander une babysitter pour pouvoir passer une soirée à l'extérieur, euh, ou demander de l'aide à la famille pour peut-être mettre les enfants en garde quelques jours et du coup profiter de ces jours-là, pas pour faire du ménage, pas pour régler tout ce qu'il y a à régler. Non, non. Prendre ce temps-là pour se chouchouter, pour peut-être faire des exercices pour aller bien, pour vraiment prendre du temps pour soi et de s'arrêter un petit peu. Il est toujours possible de le faire au quotidien. Beaucoup de gens pensent que non, nos journées, c'est 24 heures et dans tout ça, il y a des millions de choses à faire. Mais bon, on a tous 24 heures et tout dépend en fait comment on les utilise, nos 24 heures. Et si on fait le choix à un moment donné de se mettre en priorité, ça ne veut pas dire qu'on oublie les enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus au boulot, ça ne veut pas dire que la maison, elle reste en suspens et que c'est le bazar partout. Ça veut juste dire que je réorganise ma vie pour m'octroyer du temps pour moi. Et ça peut peut-être vouloir dire parfois, dire non à certaines demandes, ou en tout cas reporter la demande. Quand les enfants sont demandeurs de plein de choses, est-ce qu'en fait, on a besoin de répondre à leurs demandes tout de suite, maintenant? Une maman, elle croit que oui, sauf que on a la capacité de dire, eh bien, pour le moment, je ne peux pas répondre à ta demande, mais si tu veux bien, on verra ça un petit peu plus tard. Et on organise pour que ce soit un petit peu plus tard. Alors après, il y a des demandes urgentes, bon, mais chaque cas est particulier. Mais en fait, il existe plein de possibilités pour prendre du temps pour soi. Mais pour ça, il faut vraiment décider de le faire. Et finalement, de se mettre dans la position, voilà, je commence d'abord par ce qui est important pour moi, mes besoins, je regarde un peu comment je me sens et tout. Et puis après, ce qui se passe à l'extérieur, comment je le gère. Donc, de trouver différentes options et de mettre en place des choses différentes dans son quotidien pour s'octroyer du temps. Voilà.
toi, Marie, pour toutes ces réponses et pour tout ce que tu nous as apporté ce soir. Et merci à vous pour votre présence, pour vos partages. Donc, petit Merci. rappel, vous pourrez retrouver aussi tous les détails de l'atelier juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. En tout cas, on a passé un très bon moment. Donc, Marie, avant de se quitter, eh bien, je vais simplement te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, eh bien, qu'est-ce qui pour toi est important de retenir de cette soirée, s'il te plaît? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, moi, j'ai satisfait un de mes besoins et le besoin de transmettre, de pouvoir apporter aux autres mon expérience, de donner, voilà, transmettre quelques clés pour que chacun et chacune d'entre vous puisse peut-être voir les choses un peu différemment, autant avec le parcours de la maladie, face à la maladie, face à toutes les difficultés que l'on rencontre, eh bien, en fait, il y a des solutions. Il y a un univers de solutions. On a la possibilité d'améliorer notre vie d'une manière absolument incroyable, quel que soit le parcours que l'on a pu avoir. Que ce soit la maladie ou même si on remonte encore plus loin, parce que je l'entends très souvent, mon passé, mes parents et enfin bon, toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, comment je peux faire pour aller bien? Eh bien, des solutions, il y en a. Et en fait, moi, ce qui était important pour moi ce soir, c'était justement de vous en transmettre quelques-unes et voilà, et de vous apporter un petit peu de lumière dans cette vie qui parfois peut paraître un petit peu brumeuse. Mais en fait, il y a toujours un rayon de soleil quelque part. Voilà ce qui était important pour moi ce soir et de partager ce moment avec vous tous et vous toutes. Et puis avec toi, Cédric, j'ai été ravie de partager ce moment avec toi aussi. Écoute, c'est Donc, un plaisir partagé. Je pense que pour les auditeurs aussi. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite une merci. très bonne soirée et très bonne soirée à vous tous. Gratitude infinie. Merci, merci pour tous. Merci pour tout, votre présence. Et puis, eh bien, écoutez, une très belle soirée à toutes et à tous. Et à bientôt. Merci encore. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir, merci.